améliorer le climat des affaires, le climat des investissements et bien entendu se mettre aussi ensemble pour relever les défis communs et dans le but d'améliorer les performances individuelles, et la compétitivité de leur entreprise. Et vous allez voir que de par sa mission, le cluster investit dans le développement du capital social. C'est essentiellement, quand on parle de capital social, c'est essentiellement du soft, c'est du relationnel, ce n'est pas des infrastructures. Un cluster n'est pas un parc d'entreprise, n'est pas un parc industriel, ce n'est pas une zone industrielle. Vous voyez, il est question ici de tirer avantage des bénéfices de la coopération, du partage d'informations, de la mutualisation. Et ça, c'est très important. Vous allez voir que de plus en plus, les solutions aux problèmes individuels se retrouvent entre les mains de l'entrepreneur et à proximité, mais elles ne savent pas souvent l'exploiter. Et c'est pour ça que le cluster vient vous permettre de découvrir ces solutions qui sont à proximité, qui sont à la portée de la main et qui peuvent avoir un effet sur les investissements, les performances de l'entreprise, la réduction de risques. Donc, comprenons définitivement qu'il ne s'agit pas ici de mettre en place une infrastructure d'aménagement du territoire, ni de parc industriel, ni d'infrastructure de quelque nature que ce soit. C'est essentiellement du soft. Alors, on crée un climat qui favorise les échanges entre les entrepreneurs, qui favorise les échanges entre l'entreprise et l'administration, entre l'entreprise et les collectivités territoriales. Et bien entendu, pour les collectivités territoriales, c'est très important parce que ça leur permet aussi d'orienter l'investissement vers des secteurs qui sont génératrices de croissance. Et quand on parle de croissance, c'est l'emploi, c'est le revenu, c'est les conditions de vie qui s'améliorent. Donc, voilà tout l'enjeu que je viens de vous expliquer. Vous allez voir aussi qu'est-ce qu'on peut tirer d'une manière globale d'un cluster organisé. Déjà, c'est au niveau du territoire, c'est la compétitivité du territoire par rapport à la filière. Quand on parle d'une compétitivité d'un territoire, ça veut dire que ce territoire attire des nouvelles entreprises. Ça, c'est l'enjeu pour les collectivités locales. Elles attirent. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, c'est Douala et Yaoundé qui font vivre tout le Cameroun. Toutes les collectivités locales, c'est à peu près 75 à 80% des revenus fiscaux. Ça vient de Douala et de Yaoundé. Vous comprenez, mais si on n'avait pas, l'État n'avait pas envisagé de partager cette recette-là à travers les centimes additionnels, à travers aux collectivités locales, elles ne pourraient pas vivre. Vous voyez que la majorité des collectivités locales vivent des centimes additionnels. Leur budget, c'est-à-dire les communes, représentent, les centimes additionnels représentent entre 60 et 80%. Et ça, c'est la centime additionnelle est tirée de la TVA, le supplément qu'on prend sur la TVA pour distribuer. Donc, c'est le revenu de la création de richesse. Donc, il est important que Douala et Yaoundé, à terme, ne soient plus un peu, je peux dire, la vache à lait pour les autres. C'est-à-dire, si la décentralisation est très poussée, on va dire, mais pourquoi nous travaillons, c'est les autres ramassent, c'est eux qui doivent, nous devons partager le fruit de nos efforts avec les autres. C'est la raison pour laquelle les autres collectivités ont intérêt à développer leur territoire, à attirer, créer des conditions pour que l'activité économique se développe dans leur territoire. Donc tout le bénéfice, c'est ça. Et vont créer ainsi des conditions pour attirer l'entreprise, par exemple sur les questions de recherche, sur les questions de formation, pour les questions d'accès aux infrastructures, sur les questions de climat des affaires. Ça, c'est le rôle dévolu aux collectivités locales. Et dans ces conditions, quand ces conditions sont réunies, ça a également un effet sur les entreprises. C'est là où on parle de compétitivité des entreprises. Ce sont des projets
collectifs qui sont développés parce que ça favorise la division des tâches, ça permet de partager les risques, ça permet de réduire les coûts des facteurs, etc. Quelques exemples, juste en termes de mutualisation. Si vous êtes dans le même secteur, par exemple, tout ce qui est traitement de surface, vous avez les mêmes problèmes techniques. Au lieu qu'une entreprise seule puisse mobiliser un expert pour une formation, 10 entreprises peuvent se mettre ensemble si vous coopérez entre vous sur le même territoire, mobiliser un formateur ou un expert et vous partagez les coûts. Si c'est 10 entreprises, ça veut dire coûts divisés par 10. Et si ces coûts n'étaient pas divisés par 10, ce savoir-faire n'aurait jamais été accessible à une seule entreprise, notamment la PME prise individuellement. On peut multiplier des exemples comme ça. Même dans le domaine de la recherche, c'est la même chose. Il y a une mutualisation à faire. Les programmes de recherche, on sait que ça coûte très cher en général. Et le fait que plusieurs entreprises se mettent ensemble pour coopérer avec les universités, pour que les problèmes de formation, pour qu'on puisse sortir des produits adaptés à leurs besoins, ne seront que avantageux pour l'ensemble de ce secteur d'activité. Et ici, Douala répond à beaucoup de conditions. Les universités sont là, vous avez des centres de recherche, mais malheureusement, cette synergie de coopération n'existe, enfin, elle existe, mais elle reste très très faible. Donc, voilà donc les conditions qui devraient être créées à travers la dynamique cluster pour que tous les bénéfices puissent retomber sur les entreprises et aient un effet à la fois sur la compétitivité du territoire et sur la compétitivité des entreprises. Alors, un autre effet bénéfique, comme on dit, c'est dans le cas de cluster, au même moment qu'on renforce l'entreprise, on développe aussi les territoires. Et c'est pour cette raison qu'il est fortement recommandé et même souhaité que les entreprises organisées dans une même filière puissent travailler main dans la main avec les administrations locales, avec les partenaires publics et les collectivités locales. Donc, tout l'intérêt sera, les gens seront motivés à travailler quand les projets d'entreprise rencontrent aussi les préoccupations de développement du territoire. Les meilleurs projets collectifs se retrouvent au niveau de cette intersection. Et c'est ça qui va favoriser à la fois la mobilisation du secteur privé et la mobilisation du secteur public. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les deux acteurs ne se parlent pas. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au niveau des différentes communautés urbaines, on va avoir l'impression qu'on dépense beaucoup d'argent, mais en même temps, les entreprises restent toujours en train de demander, estimer qu'on ne les aide pas. Tout simplement parce que au moment où on fait cette planification de développement local, les entrepreneurs ne sont pas concertés. Donc, si les entrepreneurs étaient concertés, certainement, certains programmes sociaux, certains projets d'infrastructure seraient faits en fonction des besoins, des attentes des entreprises. Et pourquoi les entreprises, au moins structurées, ne sont pas concertées? Les entreprises ne sont pas concertées tout simplement parce qu'elles sont faiblement structurées. Quand elles sont structurées, on a généralement des organisations patronales généralistes, notamment les grands groupes d'organisations professionnelles telles que la Chambre de commerce, le GICAM, les CAM, tout ça, c'est très généraliste. Et ça adresse aussi des problèmes au niveau national. Elles adressent moins ou faiblement des problèmes au niveau territorial. Je vois par exemple au niveau de Douala, j'ai mis pratiquement 1h30 pour arriver à Douala, pour traverser Douala et arriver ici. Je suis arrivé à Douala à 8h45 et pour arriver sur cet hôtel, j'ai mis pratiquement 1h15. Vous voyez ce que ça pose comme problème pour les entreprises. Et si au moment où on aménage des infrastructures,
de manière très spécifique les préoccupations des chefs d'entreprise d'un secteur bien déterminé étaient prises en compte. Certainement, ces différents coûts pourraient être réduits considérablement. Donc, il est important que dans le choix des projets collectifs, qu'en même temps, on ait une préoccupation de développer le territoire et aussi une préoccupation d'animer la base du secteur privé. C'est-à-dire que les entreprises soient bien structurées, que les entreprises puissent coopérer entre elles, parce que c'est grâce à cette coopération-là qu'elles vont pouvoir poser des problèmes qui les concernent de manière collective, et les problèmes posés de cette façon seront bien entendu mis dans la table de négociation, dans la table du dialogue public et privé, et on va arriver à de bons projets collectifs qui pourraient être à la fois soutenus par le secteur privé et aussi soutenus par le secteur public. Nous aurons également, bien entendu, ça fait partie des défis, c'est que chaque fois, par exemple, sur chaque territoire, chaque collectivité locale, chaque communauté urbaine, au moment où elle a son projet de développement économique local, que ce projet-là rencontre les besoins de renforcement des entreprises. Donc, voilà les différents axes qui doivent être définis, repérés dans le cadre de la recherche des projets collectifs, c'est-à-dire des projets fédérateurs, des projets qui rencontrent à la fois les préoccupations du secteur public, les préoccupations. Parce qu'un cluster se développe essentiellement sur la base win-win. Si ce n'est pas gagnant-gagnant, ça ne sert à rien. Les gens ne verront pas pourquoi les gens quitteront EDA pour venir ici discuter avec les entreprises. Pourquoi les chefs d'entreprise se réuniraient régulièrement si ça ne leur apporte rien du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle le moyen doit être construit sur la base d'une coopération gagnant-gagnant. D'abord entre les entreprises, et aussi entre les entreprises et les secteurs publics. Chacun doit trouver ses intérêts. Si on ne trouve pas ce point qui fédère les intérêts, on n'est pas dans la voie de construire un cluster. Et donc, le défi, c'est ça, c'est chaque fois, dans le cadre des discussions entre les acteurs publics et privés, qu'on puisse définir les projets. C'est ça, le nuage vert qui se densifie là, qu'on soit capable de repérer les meilleurs projets. Les meilleurs projets sont ceux qui fédèrent les différents intérêts, à la fois un enjeu de développement du territoire et un enjeu de renforcement des entreprises, bien entendu dans la perspective d'améliorer les performances des entreprises et la compétitivité de ces entreprises et du territoire. Voilà donc, messieurs, mesdames et messieurs, la problématique des clusters. Si cette problématique est comprise, peut-être on peut aller de l'avant. Et jusqu'à présent, l'exercice de communication et d'animation qui a été mené depuis 2012 a permis à ce groupe de comprendre cette notion, et il nous revenait simplement de faire un petit rappel. Je vais m'arrêter là. S'il y a peut-être une ou deux questions à prendre, je prendrai avant de continuer. Excusez-moi, on a dit au quatrième point, un cluster est un organisme de coordination. Cet organisme de coordination, ce ne sera pas une nouvelle entité, une nouvelle entreprise, peut-être parapublique qui devra être créée. C'est quoi exactement? Un organisme de coordination. C'est dans la définition du cluster. Je pense que vous avez mal noté, certainement ce point vous a échappé. On vous a dit qu'un cluster vit parce qu'il y a une structure de coordination.
Cette structure de coordination, ce sera à vous de définir son statut légal. Ça peut être formel ou informel. Vous voyez, il y a beaucoup de rencontres ici, des plateformes d'échange, mais qui n'ont pas de statut légal. On devrait retrouver dans cette structure de coordination toutes les catégories d'acteurs que j'ai citées tantôt. Et peut-être je vais le préciser quand je vais vous présenter un peu les acteurs qu'on rencontre couramment à l'intérieur d'un. Donc il ne s'agit pas de créer une structure nouvelle, il s'agit de créer un cadre d'échange. Et si vous voyez que les enjeux sont importants, vous pouvez lui donner un contenu légal. Ou vous pouvez demander, vous pouvez également vous faire assurer le portage par une structure qui, pour vous, est une structure de consensus. Voilà, dans quel est le cadre? Ça, c'est toujours le grand enjeu pour le cluster. Quel sera le réceptacle de cette coordination? C'est une structure nouvelle où vous allez vous faire porter par quelqu'un d'autre. Peut-être les collectivités locales vous disent non, nous on souhaiterait que ça rentre dans le cadre des projets intercommunaux. Ouais, c'est ça. Ouais, on a déjà un cadre légal aussi pour faire des projets intercommunaux. Mais les secteurs privés disent alors là, intercommunal, là, souvent il n'y a que les administrations qui vont parler, etc. Nous souhaiterons autre chose. Au niveau de Douala, on peut dire peut-être l'agence de développement de Douala peut être la structure, le réceptacle. Mais les gens de Kribi ont dit, mais ça c'est une structure qui est faite pour Douala. Est-ce que nous qui sommes à Limbe ou à Kribi, est-ce qu'on sera concernés? Donc, tout l'enjeu sera que vous discutez entre vous et vous voyez comment, quel sera le dispositif de conciliation, quels sont ceux qui vont assurer cette coordination, quels sont ceux qui vont vous représenter pour que vous soyez sûr que vos intérêts sont effectivement préservés ou que vos objectifs sont atteints. Oui, je pense à la suite de cette réflexion qu'il est très important que nous réfléchissions vraiment sur cette coordination. Parce que j'ai l'impression que les égoïsmes font que chacun se développe un peu en vase clos et croit qu'il peut résoudre le problème. Or, la démonstration qui nous est faite aujourd'hui montre que nous devons interagir. Et c'est cette interaction qui permet de prendre les intérêts, de fédérer tous les intérêts. Et vous avez parlé aussi des plateformes de rencontres, mais qui n'arrivent pas à aboutir. Pourquoi? Parce que souvent nous prenons des résolutions, mais il n'y a aucune structure pour veiller à la mise en place de ces résolutions. Ce qui fait que quand on revient, on a toujours l'impression qu'on recommence. Donc je crois que l'enjeu est vraiment de bien réfléchir sur la coordination et le cluster ici permettant une création de richesse. Donc toutes les structures en charge du développement économique, social devraient s'intéresser à la mise en place de ces clusters. C'est un peu ma contribution. Donc là, vous allez voir, je vais vous présenter un slide qui montre un peu les acteurs de cluster au niveau d'un territoire. Quels sont ceux qui peuvent être considérés comme partie prenante? Vous avez d'abord les entreprises. Les entreprises d'une filière. Ici, là, on parle de génie mécanique. C'est un regroupement d'entreprises sur un territoire. Vous avez pas simplement des entreprises du même sous-secteur seul, mais on va également prendre des entreprises d'amont et des entreprises d'aval.